Salut Marc et Marc, bienvenue dans Catch Up numéro 14, votre podcast des cahiers du catch. C'est une nouvelle ère et pour une nouvelle ère, nous avons un nouveau chroniqueur puisque aujourd'hui nous accueillons Raphaël. Salut Raphaël. Salut, bonsoir à tous et merci de m'accueillir au cahier du catch et au catch-up. Et nous avons le pilier, l'homme qui monte les podcasts et les démonte, Irem. Le meuble, l'armoire normande. Salut à tous. Le champion et le contender. Aujourd'hui, on va parler de Monday Night Raw du 25 juillet. Et nous allons aussi avoir un supplément SmackDown. Et oui, on vous avait parlé du fait de faire peut-être un deuxième podcast, tout ça. On ne sait pas encore comment on va s'organiser, mais pour l'instant, on vous en parlera quand même de SmackDown. En version peut-être un petit peu réduite vis-à-vis de Raw, mais vous avez vu la taille des rosters si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière et vous comprendrez. On va passer au début de ce Monday Night Raw qui commence avec Stéphanie et Mick Foley qui arrivent dans l'arène pour saluer le public et appeler tout le roster devant le Titan Throne. Et on rappelle donc pour les gens qui n'ont pas vu Battleground, parce qu'on ne parlera pas ou quasiment pas de Battleground aujourd'hui parce que sinon on va faire un podcast de 4 heures. Donc à Battleground, Dean Ambrose a conservé son titre et donc la ceinture WWE est bien à SmackDown. Stéphanie donc dit que Roman Reigns a coûté la victoire à Seth Rollins, puisque c'était un triple threat Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, et elle le traite de loser carrément. Donc les deux expliquent, comme on pouvait le deviner, Mick Foley et Stéphanie, ils expliquent qu'il y aura bien une ceinture à Raw, parce qu'il n'y a pas de Monday Night Raw sans ceinture. Et donc on aura cette nouvelle ceinture qui s'appelle le WWE Universal Championship, en référence au WWE Universe. Et pour déterminer la personne qui va affronter Seth Rollins, puisque Seth Rollins est automatiquement qualifié pour ce match pour la ceinture, la personne qui affrontera Seth Rollins, ce sera une personne qui doit se sortir d'un fatal four-way et donc gagner ensuite le main event de Monday Night Raw contre... voilà, je vais repartir parce que c'est compliqué. Il y a 2 Fatal 4-Way ce soir et les gagnants de ces 2 Fatal 4-Way auront un match l'un contre l'autre et le gagnant de ce match sera contre Seth Rollins. Voilà, c'est plus clair. C'est limpide. Pour gagner la ceinture. C'est pas grave, on coupera encore ça au montage. Donc voilà, on aura donc ces 2 matchs. Ce sera Cesaro contre Rusev, contre Kevin Owens et contre Finn Balor. Et le deuxième match, ce sera Reigns contre Sheamus, contre Jericho et contre... je n'ai plus le dernier. Contre Zayn. Oui, Zayn, merci. Voilà, donc parlons vite fait de cette entrée en matière. Est-ce que vous avez trouvé que cette stipulation, cette espèce d'énorme championnat qui va se dérouler pendant tout Raw, est-ce que c'est une bonne idée de faire catcher tout le monde et est-ce que vous êtes fan des Fatal 4-Way? Honneur au nouveau alors. Honneur à moi. Eh bien, moi j'ai trouvé ça plutôt intelligent, plutôt intéressant parce qu'on a un tout nouveau roster. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très bien qu'on nous les présente tous sur le Titan Throne. Un tout nouveau roster, donc des nouvelles opportunités. En même temps, on sort quand même du classique, de la classique Battle Royale où on se farcit toujours un paquet de jobbers. Là, on a quand même du Star Power, donc 8 mecs qui en imposent. Enfin, ils méritent tous d'être là. Et donc ça donne 2 belles affiches. En même temps, j'aime bien qu'il y ait eu un petit rappel à l'historique avec Seth Rollins qui obtient directement un petit passe droit. Donc je trouve ça assez bien écrit. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt bien écrit. Comme tu dis, je suis assez d'accord sur le fait que ça nous change des fameuses Battle Royale où ils te mettent 30 gars qui sont imbuvables et c'est très très brouillon. Là, clairement, en plus, on en profite pour montrer qui sont les fameux top guys qui... finalement étaient un peu les top picks du draft, en tout cas ceux qui étaient piqués pendant la TV. Donc il y a quand même eu l'arrivée de Finn Balor, qui n'est pas passé inaperçu.
Donc on se demandait où il était, hein. Il était un peu planqué, ils ont bien fait ça, bien fait ça. Oui, Ça, je sais pas trop ce que vous en avez pensé justement de, on va dire, l'arrivée de Finn Balor, parce que c'est toujours très attendu. Là finalement il a été introduit un peu dans... C'était à la fois noyé dans la masse, mais il a eu droit quand même à un petit traitement spécial, hein, parce que on l'a annoncé en dernier et il était caché, donc ça c'était plutôt bien vu. J'ai bien aimé la façon en tout cas qu'ils ont introduit Finn Balor. Et ce format-là était vraiment super. Et en plus, voilà, on avait à la fin un main event vraiment de qualité. Donc voilà, après, je sais pas si vous voulez pas déjà parler de la ceinture de ceinture qui a été créée pour l'occasion, Moi, mais ça me dérange pas, hein, mais je suis pas super fan du nom. Mais bon, de toute façon, c'était bien obligé qu'ils aient une ceinture de champion à Raw. Donc, ouais. après, Ouais. je trouvais c'est pas tant le fait qu'ils fassent une ceinture, mais c'est la justification qui m'a semblé ultra faiblarde. Genre, bon, bah, on n'a pas de ceinture, et ben on va en chier une. On va juste en Un bel sortir une de étron. notre chapeau, en fait. Y a pas de. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il y ait au moins une histoire de négociation, tu vois, avec, je sais pas, avec Shane, ou Ouais, qui est ouais, ouais. quelque chose qui donne un petit peu de légitimité au truc. Et on a l'impression qu'ils créent leur ceinture de leur côté et que chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Donc du coup, justement, ça dévalorise le fait, enfin, alors, ne serait-ce que le principe d'une ceinture, quoi. Ouais, alors Donc, juste, ouais, ce que tu, justement, ce que tu dis là, c'est très intéressant parce que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, effectivement, ils ont créé un peu leur ceinture dans leur coin. Et dans un petit coin de ma tête, justement, j'ai l'espoir, parce que pour moi, c'est une très mauvaise idée, en fait, la création de cette ceinture. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'est... Enfin, clairement, il y a eu une rivalité, il a fallu se battre pour avoir la ceinture dans son show juste avant le pay-per-view. On a quand même droit à deux main events, deux affrontements entre Seth Rollins et Dean Ambrose pour justement clarifier la situation, en tout cas savoir quel show allait avoir la ceinture. Et là, patatrac, bah, comme tu dis, ils chient une ceinture sortie de nulle part. Mais là où tu as raison, effectivement, c'est qu'ils l'ont chié un peu dans leur coin. Et ce que je trouverais intéressant, supprimer cette ceinture, ce serait pourquoi pas une storyline autour de mais attendez les gars, vous avez créé votre ceinture. Alors, soit Shen qui débarque et qui dit bah attendez Stéphanie, t'es gentil, mais regarde dans l'article 9.24 du code de la W2 Stamford, il est interdit de créer une ceinture sans les deux tiers de la commission. Ou alors ouais, Vince McMahon qui débarque, qui dit mais attendez, moi je veux que ça soit la guerre, et la guerre c'est se battre pour avoir dans son show le titre suprême. mm. Et pour moi, enfin, il doit n'y avoir qu'un seul titre suprême. Et ce titre suprême-là, il faut que les deux écuries, les deux shows se battent pour l'avoir. Ce qu'ils ont fait juste avant le pay-per-view, et là qui ne semble plus être le cas. Donc pour moi, c'est la mauvaise idée du début de ce show, quoi. Ou alors la mauvaise idée, c'était de mettre le WWE Championship sur SmackDown dès le début. Et c'était. Ça, j'en sais rien. Raphaël, je sais pas ce que t'en penses toi, mais cette nouvelle ceinture, mais que je sais que beaucoup réclamaient le retour du titre poids lourd, mais est-ce vraiment une si bonne idée que ça? Le titre poids lourd, il est à SmackDown puisqu'il s'appelle WWE World Heavyweight Champion. Non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, quand j'ai commencé le catch, c'était mes débuts de fan en 2008. C'était l'époque où il y avait effectivement les divisions séparées et une ceinture de champion du monde. Et c'est vrai que c'était un peu le cliché quand je commençais à regarder du catch et que mes parents étaient derrière, c'est que ouais, dans ce milieu, ils sont tous un peu champions de quelque chose. Là, on va se retrouver avec deux rosters bien différents. Et donc à Raw, on a quand même une quatrième ceinture. Donc il y aura 7 ceintures universales, l'intercontinentale, la ceinture par équipe et la ceinture féminine. Alors on ne sait pas encore s'il va y avoir une ceinture féminine ou une ceinture par équipe à SmackDown, j'en doute. Mais ça fait beaucoup de temps et j'ai peur qu'on se retrouve à nouveau avec une ceinture intermédiaire. Donc ah oui, c'est l'US, pardon, je me suis trompé. Du coup, qui va plus valoir grand-chose parce que bah, les 8 gars qu'on a vu se battre à Raw, ils vont être a priori des bons candidats pour la ceinture universelle. Et je trouve que ça va faire beaucoup de ceintures pour un weekly, enfin pour un show. Et effectivement, ça sort de nulle part. Elle a aucun prestige a priori. Et puis, ouais, créer une ceinture, pourquoi pas, mais j'aurais voulu que pendant des semaines, Stéphanie se batte pour obtenir le retour de la WWE
du WWE Championship. J'aurais bien aimé qu'il y ait un gros climax à SummerSlam et qu'à la limite, elles reperdent et qu'elles se disent c'est foutu. Là, on n'a plus aucune possibilité, on est au pied du mur, il faut créer un autre truc. Mais c'est vrai que ça arrive bien vite, là. Ouais, c'est pas faux. Une dernière chose, moi, qui m'a un peu gêné au niveau cohérence, c'est Roman Reigns, c'était un gros loser. Aïe. Et sinon, dans les mecs qui auront une chance de se battre contre Seth Rollins pour la ceinture, nous nommons Roman Reigns. Donc, voilà. Bon, après, c'est difficile C'est la petite punition. de mettre. Ouais, voilà, c'est Oui. difficile de mettre 8 top stars et de pas mettre Roman Reigns dedans. Mais donc voilà, ouais, c'était un peu incohérent, mais Stéphanie et l'incohérence, c'est une grande histoire. Elle est pas toute seule, surtout. Oui, il y a moi- Mick Foley sert justement à ça. Le fait d'avoir un GM et un commissionnaire, que ça aide justement à se retrouver dans ce genre de situation où il y en a un qui pousse certains catcheurs et d'autres catcheurs et on se retrouve avec ce genre de situation. Ouais, c'est Mais pas en beau. tout- Mais ils l'ont pas. Ils auraient dû le jouer justement. Enfin, ils auraient dû ne serait-ce que donner une petite phrase, un petit truc pour montrer que c'est Foley qui a poussé pour qu'il y ait Reigns parce que juste avant c'était son enterrement quoi. C'était genre t'es un gros loser, on veut plus de toi et puis voilà. Donc, Ouais, mais en voilà. même temps, le segment était fait pour qu'on ait une Stéphanie bien méchante qui humilie Roman Reigns et que le public ait un peu d'empathie pour lui. Et encore une fois, ça n'a pas du tout marché. J'avais l'impression que toute la foule était à fond derrière Stéphanie pour dire à Roman Reigns, connard, tu nous as piqué la ceinture. Donc ça marche toujours pas, quoi, les tentatives de popularité de Roman. Donc s'il aurait fallu encore jouer la carte du Roman mis de côté par la méchante autorité, ouais, c'est Ouais. un peu chaud là. Bon, on va passer au match et juste avant, on nous a annoncé donc qu'il y aura un Charlotte contre Sasha Banks pour la ceinture des femmes, mais ça c'est juste après. Donc on avait en premier Cesaro contre Rusev, contre Kevin Owens et contre Finn Balor. Ça a commencé, j'ai noté, il y a eu un petit sourire de Cesaro à l'entrée de Balor, hein, c'était pas très kayfabe ça. Et Rusev fait maintenant 138 kilos. C'est ce qu'on a appris au début. Alors au début, on a un regroupement de deux duels, Balor contre Owens et Rusev contre Cesaro. Balor, donc, on confirme qu'il est bien face, hein, puisqu'il s'associe avec Cesaro pour éliminer les autres. Cesaro, à un moment, prend un vilain bump. Hein. J'ai cru qu'il saignait un peu de la tête. Il est resté sur le côté. Owens fait le premier tomber sur Balor, mais interrompu par Rusev. À ce moment-là, donc, l'alliance est brisée hein, entre Owens et Rusev qui étaient ensemble au début. Là, ils se battent vraiment l'un contre l'autre. Cesaro fait sa série d'uppercuts et s'excuse à un moment à Balor juste avant de lui faire son fameux uppercut. Et donc, le Cesaro swing sur Owens, le premier, sera interrompu par Rusev. On a eu un saut de l'ange et un festival de kick aussi de Balor. Hein, c'est sa spécialité à NXT, les sauts de l'ange sur des groupes de gens. On a eu un frog splash aussi et une pop-up powerbomb de Kevin Owens sur Balor, mais bien sûr Balor est sorti au compte de 2. À un moment, Owens était coincé dans une accolade de Rusev, mais Cesaro réussit avec sa force surhumaine à choper Rusev qui était donc par terre et le soulever pour lui faire une souplesse assez impressionnante. Rusev sera néanmoins sera par la suite victime du Cesaro Swing et un sharpshooter. Mais Owens casse ce sharpshooter. Balor revient dans le match et fout des dropkicks ultra violents à droite à gauche, à Rusev, à Owens. Et il finit avec un coup de grâce sur Rusev. Et donc une victoire de Finn Balor. Premier match, première victoire. Et donc voilà, je prononce coup de grâce et bien sûr les Américains disent coup de grâce. Oui, tu le prononces très bien, toi. Alors ce match. Grosse surprise. Grosse surprise. En fait, j'ai pas vraiment été surpris. La victoire de Finn Balor, mais c'est une bonne non-surprise, on va dire. Ça fait toujours plaisir quand même de voir que
voilà, ils osent aller jusqu'au bout de leur démarche en mettant en avant finalement un gros pic qu'ils ont fait pendant la draft. Le match en lui-même était vraiment super, en termes de qualité technique, on était forcément dans le haut du tableau. J'ai beaucoup aimé l'association temporaire, mais très, très marrante entre Wentz et Rousseff, qui s'amusait à faire une démonstration de coups et de prise sur une victime commune. Notre Kevin Owens a vraiment bien joué le jeu, où il faisait chacun son tour, à toi, à moi, regarde comment je fais ci, et puis il le coachait un petit peu, il s'applaudissait, etc. J'ai bien aimé du coup Rousseff, également sa partition. Je pense vraiment que Rousseff, ça fait partie de ces types qui vont vraiment pouvoir prendre encore un peu plus d'ampleur grâce à la draft. Et pour le résultat final, vraiment impatient et ravi de voir que Finn Balor va rapidement monter, et clairement amené à être un des top guys du show, quoi. Raphaël? Ouais, la même, un très très bon match. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça, mais ça confirme tout le bien qu'on pensait des 4 garçons. Bon, Rousseff, effectivement, pour moi, c'est un gars très propre et très spectaculaire. Owens, bien évidemment, il a été énorme. Il a été effectivement très très drôle quand il provoquait un peu justement Rousseff en essayant de faire qui fait la plus belle superplex, ou je ne sais plus trop quel prix, je crois que c'était c'est une souplesse. Cesaro aussi. Bon, Cesaro, moi j'ai un peu peur, hein, c'est ce que je disais sur le forum des cahiers du catch. Je trouve qu'il devient un peu dans ses récitals de prise, notamment quand il fait ses séries de coups dans les coins, ou sa fameuse Cesaro Swing. Ça devient un peu mécanique, je trouve, mais ça reste très bon. Mais je trouve qu'il lui manque un peu la flamme là, et le soutien du public. Mais Balor, plus discret dans le match, mais qui se sort par une victoire. Donc c'était effectivement pas spécialement surprenant, parce que vu l'aura qu'il a eu quand on a annoncé sa pique, et puis le fait qu'il arrive sans aucun programme, sans aucune rivalité. Bon, il n'avait pas de ceinture comme Rousseff par exemple. Donc résultat logique, mais très beau match, et on se dit si c'est ça le haut du panier de Raw et l'avenir, c'est cool, quoi. D'accord. On va passer tout de suite à la séquence que vous attendez chaque semaine, cette séquence pleine de musique de Benny Hill, cette séquence pleine de matchs mémorables. C'est bien sûr le Jobbers World. Oui. Le monde des jobbers. Dans le monde des jobbers, aujourd'hui, nous avons beaucoup de monde. Nous avons d'abord Nia Jax qui se bat contre Britt Baker. Qui est Britt Baker? Personne ne sait. C'est un squash match. Elle s'amusera à un moment à faire un faux tombé. Nia Jax sur Britt Baker. Elle fait un tombé de 2 et puis juste après elle la balance histoire de dire non, c'est pas fini. Et puis finalement elle gagne avec un bon vieux leg drop. Et si vous n'avez jamais vu Nia Jax, sachez que son leg drop est impressionnant. C'est un des rares leg drops de la fédération qui fait peur. Donc Braun Strowman a un match. Et oui, Braun Strowman est tout seul. Et il a un match. Et il a une entrée. Et il a une musique. Donc Byron, juste avant le match, au moment où Braun Strowman arrive vers le ring, il fait une interview d'un petit blondinet qui doit faire genre 40 kilos, donc il dit pourquoi t'as choisi ce match et machin, tu vas te faire défoncer. Et donc le gars il dit je vais peut-être gagner, on sait jamais, sur un coup de chance, sur un malentendu. Et bien sûr il se fait battre après un reverse chokeslam. Et donc victoire de Braun Strowman. Ensuite nous avons, alors ne gueulez pas, il y a du jobber dans ce match. Nous avions eu Enzo et Cass qui sont arrivés et qui ont fait leur cinéma habituel. Enzo qui a chanté du Old Dirty Bastard, le morceau Baby I Like It Raw, pour référence à Raw bien sûr. Et ils se sont fait interrompre par les Shining Stars. Les voilà vos jobbers. Donc au milieu de ce match assez moyen, on a eu R-Truth qui est venu jouer à Pokémon Go au milieu du ring. Et Cass en a profité pour faire un tombé sur je ne sais Primo ou Epico, je sais pas les distinguer. Donc, on a eu ensuite Curtis Axel contre Neville. Curtis Axel qui réussit, c'est la première fois que je vois Curtis Axel réussir à faire un tombé, il l'a pas fait jusqu'à 3, mais il a fait un tombé sur quelqu'un après un dropkick.
Donc ensuite on a eu une victoire de Neville avec son Red Arrow. J'ai noté, il mérite mieux que Curtis Axel quand même pour son retour, mais bon. On a eu aussi une petite séquence Bob Backlund et Golden Truth en backstage qui était pas drôle. Donc voilà, ça compte comme des jobbers et c'est la fin du Jobbers World. Et ben, Voilà. Pas mal de jobbers quand même, hein. Pas mal de contenu, hein, malgré tout. Enfin, la draft fait qu'on doit remontrer tout le monde avant de les cacher dans les tiroirs d'ici quelques semaines. Profitez, jobber. On va passer au match des filles. Tiens, on n'est pas. Je vais pas suivre exactement l'ordre du show, mais juste avant le match des filles, on a eu Charlotte backstage qui a fait une promo heel. C'est dommage, son micro déconné. Alors, je sais pas si vous, quand vous avez regardé le show, vous avez eu le même souci, mais moi. J'ai eu ce souci technique là quand j'ai vu sa promo backstage. Oui, non. Bah globalement, de toute façon, tout était pas très au point pour cet épisode, aussi bien au niveau sonore que les caméras, parce qu'ils ont tenté pas mal de nouvelles choses. Et t'avais même des problèmes de colorimétrie en fonction des caméras. Les couleurs étaient plus ou moins flamboyantes ou plutôt fades. Donc ouais, il y a eu pas mal de petits dysfonctionnements parce que je pense qu'ils tentent pas mal de choses. Ils tentent peut-être des nouvelles caméras aussi, j'en sais rien. Il y avait une caméra sur grue qu'on a pu voir apercevoir de temps en temps. Donc il y a toujours des petits soucis qui viennent avec ce genre de nouveautés. Ouais, il y a eu pas mal de nouveautés. J'ai pas précisé la table des commentateurs qui est maintenant écartée un peu plus dans le public, tout ça, mais peut-être on en reparlera sur la fin. Et donc Sasha Banks contre Charlotte pour la ceinture féminine. Parce que pourquoi mettre ce match dans un pay-per-view? Donc dès le début elle se saute dessus, on sent une grosse tension, hein. Elles sont vraiment en tête à tête pendant bien 30 secondes avant de se relâcher et puis partir pour une série de prises. À un moment, Brooke tire la jambe de Sasha pour aider Charlotte. Et l'arbitre remarque, mais ne fait rien de spécial. Il ne demande pas de partir ni rien. Moi, c'est un truc qui m'a énervé au début. Mais heureusement, plus tard, Sasha, qui est hors du ring, réussit à faire croire à l'arbitre que Brooke l'a touché. En fait, elle est par terre et Brooke est debout et elle lui balance la ceinture. En fait, Sasha balance la ceinture à Brooke et donc du coup, au moment où l'arbitre regarde, en fait, il voit Brooke avec la ceinture à la main et Sasha par terre comme si elle venait de la balancer. Donc c'était une référence, je crois, à un spot de Guerrero. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Alors, je ne suis pas assez vieux pour non, mais connaître. surtout, Sasha Banks est coutumière du fait, donc elle a fait pas mal de références à Guerrero à NXT. Donc ça continue. Le match continue. Et on a eu un bump, j'ai noté, oui, j'ai trouvé ça super flippant, un horrible bump de Sasha quand elle saute entre les cordes sur Charlotte à l'extérieur. Charlotte qui était un poil trop proche du ring pour réceptionner Sasha, donc du coup elle est un peu passée à côté, Sasha Banks, et elle est bien retombée presque sur la nuque. Donc voilà. Elle fera un tombé sur Charlotte juste après cette jolie cascade, mais Charlotte sort au compte de 2. Juste après, un nouveau spot suicidaire, cette fois-ci de Charlotte, qui décide de faire un moonsault vers l'extérieur du ring sur Sasha Banks. Encore une fois, était pas exactement sur Sasha Banks, donc du coup, c'était quand même, ça faisait un peu froid dans le dos. Elle fait aussi un tombé, et une nouvelle fois, Sasha Banks sort au compte de 2. Charlotte, à un moment, lance un Natural Selection sur Sasha et refait un tombé de 2. Et lorsque les deux sont à 2 doigts de tomber en larmes sur la fin, Sasha Banks réussit à caser 3 bank statements à la suite. Et c'est bien sûr au 3e qu'elle fait taper Charlotte. Sasha Banks est enfin championne féminine. Le public est content. Ah, ouais, la foule explose même, hein. Clairement là, c'est la favori des foules. D'ailleurs, Charlotte a eu du mal à contenir sa joie elle-même de voir Sasha Banks avec le titre et profiter de cette ovation parce qu'on la voyait partir. Elle a pris son temps, elle avait un sourire un peu, elle essayait de cacher son sourire parce qu'elle vient de perdre le titre et puis voilà, elle est pas contente, mais on sentait vraiment qu'il y avait une joie intérieure qui était assez forte, donc ça fait vraiment plaisir.
Et Sasha Banks, ouais, la foule était en délire. Moi j'ai bien aimé, hein. Tu disais ouais pourquoi pas réserver ce match pour le pay-per-view. Il fallait s'y attendre, hein, des remises de titres pour marquer le coup. Et clairement quand ils ont annoncé ce match féminin, les deux scénarios étaient intéressants. Tu vois, soit faire gagner Sasha Banks dès maintenant pour marquer le coup à Raw, soit le garder pour SummerSlam et faire monter, enfin voilà, avoir un énorme moment pour Sasha Banks, forcément gagner à SummerSlam, ça aurait été tout aussi intense. Mais voilà, les deux solutions étaient bonnes. En tout cas, gagner Sasha Banks, c'est la bonne solution. On va enfin pouvoir repartir sur des bases presque saines, on va dire. Maintenant, on a sorti pas mal de l'équation, les catcheuses ou les storylines bancales qu'on a connues ces derniers mois. Natalia, si tu nous entends. Et, et super, puis c'était vraiment un bon match, hein, au-delà du résultat final, c'est vraiment un super match. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Hein. J'ai un peu, juste pour préciser avant de demander à Raphaël, j'ai un peu appuyé sur le côté très dangereux de certains spots, mais n'empêche que le match était excellent. C'est juste, je les ai trouvés. J'ai trouvé qu'elle prenait des risques, justement des risques dignes de pay-per-view, Ouais. et que c'était des moments, voilà, j'ai trouvé ça un poil too much, mais bon. Vas-y Raphaël. Ouais, bah, je suis d'accord, très bon match. Le timing, on peut se poser la question, effectivement, surtout vu que la veille, on a un pay-per-view et on a un match de prestige qui nous a montré, donc, qui nous a quand même fait sortir enfin Bayley de NXT, mais qui n'avait pas d'enjeu spécial. Mais au final, on se sert de la victoire de Sacha pour lui donner un title shot le lendemain. C'est la première soirée du nouveau Raw et donc ça nous montre aussi que les filles sont graves dans la place. Non, c'est bien, le règne de Charlotte, il fallait qu'il se termine parce que ça commençait à être très très long. Sacha est forcément la plus disposée à prendre la ceinture, hein. Elle a toujours fait des très bons matchs. Donc voilà, par contre, j'espère vraiment qu'on aura une vraie guerre et quelque chose de vraiment beau pour la suite. Et cette ceinture, j'ai un peu envie de la voir beaucoup changer de main, en fait. Presque, même que Charlotte la re-regagne, puis que Sacha la reprenne, ou que Paige se mêle là-dedans, bien sûr, ou autre. Parce que là, on sort quand même de 2 très longs règnes de Charlotte et de Nikki avant, où on avait un peu une championne qui épuisait complètement la concurrence à force de petites truandes. Donc là, on a enfin une championne face, parce que bon, Charlotte n'est pas restée très longtemps championne face quand même. Donc ça va changer, et c'est cool. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Le niveau aussi, là, le niveau des catcheuses avec le retour de Sasha Banks. Et effectivement, malheureusement, Becky Lynch qui a pas vraiment eu les opportunités qu'il aurait fallu lui donner, je pense, pendant le règne de Charlotte. Je pense que toi, une bonne rivalité plus forte entre Becky Lynch et Charlotte aurait permis justement d'avoir un règne un peu plus intéressant sur la fin. Mais t'as raison, effectivement, elles ont toutes tellement Paige, j'ai compris, un niveau super, enfin très très élevé que. Bah ouais, on va peut-être être amené à avoir des changements de titres plus fréquents et c'est peut-être effectivement ce serait peut-être une bonne chose, ouais. Sortir de ces longs règnes qui sur la fin sont toujours un petit peu insipides, où on a toujours l'impression qu'ils veulent juste battre leur corps de longueur de règne et c'est tout, quoi. Ouais, voilà, et puis ça prouve faire vite, faire des petits règnes de 2 mois, 3 mois, voire 1 mois et les faire tourner, ça prouverait qu'il y a une vraie compétition et que les niveaux sont équivalents. Moi, je suis assez d'accord aussi avec toi pour Becky Lynch. Après, c'est un peu sa gimmick, hein. Faut pas oublier que c'est la seule des four horsewomen qui a jamais eu la ceinture à NXT. Là, elle l'a pas eu encore vraiment d'opportunité, donc je pense que ça va être son personnage travaillé sur la durée un petit peu, d'être celle qui est un peu la Poulidor ou la Jan Ulrich ou je ne sais pas quelle image pour faire l'éternel second. Et après, on aura, je pense, un jour où elle gagnera et où il y aura un bon feel-good moment comme vient d'avoir Sacha, quoi. Et j'espère vraiment pour Charlotte que ça signifie la fin de son association avec Dana Brooke. Je pense qu'on est plusieurs à te rejoindre. Non, mais parce que c'est vraiment du gâchis, parce que je suis sûr qu'elle aurait pu. Ils auraient pu faire quelque chose de bien si c'était vraiment à partir du moment où elle dit j'ai plus besoin de personne, elle lâche Ric Flair. Bah voilà, elle est seule et elle peut toujours être heal en étant seule, Bien quoi. sûr. Y a pas.
Elle n'a pas besoin forcément de quelqu'un pour tricher à côté d'elle. Et elle a prouvé avec ce match, enfin, pas qu'avec ce match, mais ça a été rare en fait pendant son règne. Mais il y a des moments où on se rendait compte, ah merde, en fait, Charlotte, ouais, non, elle est. Enfin, ça me rappelle NXT. À chaque fois, c'est ce truc-là. Il y avait une étincelle tous les 2 mois où elle fait un très bon match. Enfin, alors par contre, peut-être que j'ai pas vu exactement tous ces matchs, mais si elle en a fait à SmackDown. Mais donc oui, là il y avait une très bonne psychologie aussi dans ce match. Les filles étaient vraiment, comme je disais, à 2 doigts vers la fin, vraiment épuisées, à 2 doigts de pleurer. Charlotte qui à la fin la regarde juste avant de perdre. Charlotte regarde Sacha et lui dit justement, je crois que c'est juste avant le Natural Selection, elle lui dit Oui. tu ne me battras pas, tu ne me battras jamais. Et avec une hargne, mais ça faisait plaisir à voir. C'est dommage qu'elle n'ait pas ce niveau au micro. Mais d'ailleurs, Charlotte, par contre, est quand même aujourd'hui meilleure au micro que Sasha Banks. Hein. Sasha Banks, par contre, oui, là, Sasha Banks, elle a fait une boulot, promo. Elle a fait une promo au milieu de soirée. J'en ai pas parlé, mais c'était le même refrain que d'habitude, donc du coup j'espère que vraiment ils vont la faire bosser là-dessus. Ouais, elle a du charisme, mais elle a pas trop de texte, quoi. C'est ça, à part de dire qu'elle est la boss. Et puis elle finit toujours ses phrases par un. Ouais. Oui, ça fait Un me bat, un. En parlant donc du coup de règne qui dure trop longtemps, on avait les New Day qui sont passés venus célébrer leur record. Alors je vais pas noter le chiffre précis, je vais noter un truc genre. Ah voilà, j'avais marqué plus de 330. 337 jours de règne. Donc pour célébrer, ils ont voulu intégrer honorairement un membre du public au New Day. Ils ont choisi un gars, mais alors le gars n'a pas du tout joué le jeu parce qu'on lui a ils lui ont demandé son nom et le gars n'a pas voulu donner son nom. En fait, il donnait une espèce de pseudo qui lui avait donné au début. Je sais plus ce que c'était, Little je sais pas quoi. Sunny Boy, voilà. Au début, il l'appelait Sunny Boy pour blaguer, il demandait son vrai prénom et puis il a jamais voulu le dire. Ça a duré pendant très longtemps. Et donc, Anderson et Gallows sont arrivés vers la fin pour les démonter. Et donc voilà, on aura une petite feu de New Day, le club, par la suite. Mais on n'a rien eu d'autre d'intéressant dans cette séquence. C'est pour ça qu'on va pas vraiment en parler. On va passer directement un gros match, Reigns contre Sheamus, contre Jericho et contre Zayn. Alors, dès le début, tout le monde défonce Roman Reigns, hein, c'est la règle. Hein. C'était la règle à Battleground et c'est la règle ce soir aussi. Ils ont tous eu le mémo. Roman Reigns, on veut le pourrir, allez-y. Et donc Zayn au début s'en tire plutôt bien, hein. Je presque noté, il domine un petit peu jusqu'à ce que Reigns arrive pour tenter de tomber de suite, je crois sur Zayn, mais sans succès. Il fait, et j'ai noté aussi, il fait exactement le même spot que Finn Balor dans le match d'avant, Roman Reigns, hein, le saut de l'ange sur ses camarades. Donc vers la fin, Reigns look strong, hein, il reprend le dessus, il fout des Superman punch à droite à gauche. Mais Zayn arrive à lui caser une Blue Thunderbomb. Reigns sort du tombé à 2. Roman lui met Roman met à Zayn une Powerbomb. Zayn sort aussi à 2. Sami fout un Hell of a Kick sur Sheamus. Fait un tombé de 2 une nouvelle fois. Jericho tente aussi de faire son petit tombé sur Sheamus. Encore kick out à 2. Et donc à la fin, Reigns case encore des Superman Punch. Ça se finit en duel Reigns contre Jericho. Reigns se prend un Codebreaker et il sort une nouvelle fois au compte de 2. Et Reigns gagne grâce à un spear contre Jericho. Voilà, et avec le tombé.
Voilà. C'était pas très bien raconté, désolé. Mais c'est ça de noter que des spots. C'était très bien. Non, c'est bon. Mhm. Je voyais bien Roman Reigns là devant moi, donc Voilà. tu nous l'as très bien Ce qui décrit, est- ce jeune catcheur dont tout le monde parle. Bah, il monte, hein. Dans la carte, mais pas dans la popularité. Alors, On peut pas tout avoir. vous avez pensé quoi de ce match par rapport à l'autre? Est-ce que tout le monde a Moins fait bon. bien son boulot? Est-ce que... Ah, vas-y, Oui. Yerem. Non, Raph avait l'air d'avoir déjà un avis, donc Ah bah, je laisse Raph, Raph alors, partager son priorité à avis. la jeunesse. Oui, Merci beaucoup. Oui, alors par rapport au premier, moins bon quand même, j'ai trouvé, moins spectaculaire. Est-ce que tout le monde a bien fait son boulot aussi? Ça restait correct, ça restait un affrontement sympa. Enfin, j'ai trouvé, comme tu l'as dit, que Zayn avait bien tiré son épingle du jeu, mais même Jericho, il faut lui rendre justice aussi, hein, depuis ah oui. toute son année 2016 est très correct, je trouve, et il fait vraiment le taf. Hein. C'est fini l'époque où il jobait contre Fandango. Bon, on en revient toujours à cette Aïe, rivalité aïe, aïe. pourrie, mais non, là, il est bien, il est à sa place, il est dans les challengers potentiels. Bon, après, c'est vrai que Reigns, ça reste toujours la même, quoi. La mayonnaise prend toujours pas avec le public. Bon, on sait très bien que maintenant, on s'en fout un peu, mais effectivement, sa série de Superman Punch, ça énerve tout le monde. Et il finit par gagner. Alors, je me suis beaucoup demandé pendant le match s'ils allaient, on sait qu'on a Finn Balor en face, s'ils allaient vraiment tenter quelque chose de complètement nouveau, s'ils allaient nous faire un produit NXT avec Zayn, ça aurait été cool, ou s'ils allaient rester dans quelque chose qui reprend un peu les histoires de ces derniers mois. Bon, au final, la victoire de Reigns est logique, même si toute victoire aurait pu être logique. Bon, c'est vrai que Sheamus et Jericho étaient un peu moins bien partis, a priori, mais non, c'était un bel affrontement. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que moi, au début, j'y croyais à la victoire de Sami Zayn, notamment parce que il y a ce vent de nouveauté, etc., ce souffle de nouveauté qui avait l'air vraiment d'y avoir sur Raw. Chris Jericho et Sheamus, voilà, pour des raisons un peu diverses, enfin différentes, étaient peut-être un peu en retrait sur cette opportunité-là. Et puis, Roman Reigns qui gagne quand même. Ça reste important quand même de le garder balèze, hein, Roman. Ils ont quand même beaucoup investi sur lui et puis il a quand même encore un gros potentiel et euh, comment dire, c'était dit. Enfin, effectivement, il aurait pu ne pas gagner, surtout dans un Fatal 4-Way où effectivement autant C'est ça. en un contre un le faire perdre si t'es pas Dean Ambrose ou Seth Rollins, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, Fatal Forest aurait pu être l'occasion de le faire perdre sans le discréditer, on va dire. Mais c'est vrai qu'après la soufflante que lui avait donnée, que lui avait faite Stephanie McMahon au début du show, on aurait quand même pu se dire jusqu'où va aller la punition en fait. Hein. Jusqu'où va aller la punition? Finalement, elle va pas si loin que ça, la punition, à part se faire gronder devant tout le monde par la maîtresse. Bon, voilà, il est quand même qualifié pour le main event, pour la grosse opportunité face à Finn Balor. Donc, euh, bon, voilà, ils s'en tirent à bon compte. Et puis, on se retrouve du coup avec un main event face contre heel qui, je trouve, à ce moment-là, laissait peut-être pas trop de surprises, mais qui est... Face contre Hill. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que bon, Roman Non, Reigns, pardon. Euh, Oui, attends, qu'est-ce que je raconte À part si Reigns est un Hill maintenant, mais non, c'est sinon. pas. Voilà, j'ai mal formulé. Disons que tu mets Finn Balor face à Sami Zayn, c'est pas la même équation que si tu mets Finn Balor ah oui, face à Roman Reigns. En termes d'attitude et d'alignement par rapport à la popularité Mhm. par rapport au public, oui, le gros lapsus fait contre lui. Mais toujours est-il que c'était un match tout à fait correct et voilà, ils ont poussé Finn Balor, ils ont pas poussé Sami Zayn plus que ça, mais c'est pas si D'accord. grave que ça. ouais, mais t'as raison. Enfin, ton lapsus est révélateur. C'est sûr qu'on a un final où on sait que ça va pas être Roman Reigns le chouchou de la foule, mais à ce moment-là du show, on se dit que la fiche pour le final est assez intéressante puisqu'on a quand même un mec qui arrive d'NXT et qui est hyper populaire et qui est une star mondiale internationale, qui va se retrouver face au powerhouse de la WWE, qui lui est un pur produit Vince McMahon. Donc
je me suis dit finalement l'affiche peut être intéressante. Oui, c'est ça, c'est vraiment la rencontre des deux, ouais, comme tu dis, voilà, la rencontre de deux produits différents ou deux visions différentes du catch. Voilà, c'est un peu, on sort un peu les grands mots là, mais l'affiche en elle-même représentait ça. Et du coup, qui va gagner entre Finn Balor, le chouchou d'NXT, l'indie guy, etc., versus, comme tu dis, le pur produit WWE, quoi. Moi, j'ai bien aimé aussi le simple fait qu'en fait, il fasse un main event qui est David contre Goliath et tout le monde pensait que Balor allait, enfin tout le monde, grosse partie des médias catch pensait que Balor aurait sa place dans le cruiserweight. Qu'on n'a pas vu d'ailleurs de tout le show, hein, je Non. précise, hein, on n'a pas entendu parler, ça sera la semaine prochaine. Mais donc pas de match pour le cruiserweight cette semaine, donc du coup Balor est pas considéré comme un mid-carder de cruiserweight. Donc ouais, et surtout Finn Balor, je vais pas dire qu'il est tout petit, mais il euh, il fait pas Pas gros. Il est pas grand, ouais. top star. Il fait pas top star, on va dire. Non, mais Physiquement, il fait pas, il a pas la carrure des top stars qui font les talk shows, etc. Mais donc voilà, ça promettait quand même un match intéressant. Comment vendre un mec de la carrure de Balor contre un mec contre Reigns, enfin contre un mec comme Reigns plutôt. Et c'est tout de suite donc Reigns débute le match avec une grosse démonstration de force, puisqu'il balance Balor comme un chiffon de tous les côtés du ring, hein. Il balance vraiment à 3 ou 4 mètres de lui. Balor réussit quand même au bout d'un moment à contrebalancer la force de Reigns par sa vitesse et ses fameux dropkicks, hein. Balor, c'est le dropkick man. À la moitié du match, il décide de viser la jambe gauche de Reigns pour le diminuer au fur et à mesure, et même si il se prend de la power bomb et du Superman punch, il s'en sort à chaque fois. Même à un moment, il se prend 2 power bombs de suite et il sort du tombé, hein. Donc à un moment, il réussit sur un spear de Roman Reigns, enfin un début de spear de Roman Reigns, il réussit à lui caser son Sling Blade et ensuite un dropkick et il lui met le coup de grâce. Victoire de Finn Balor, le push est stratosphérique. Ah oui, là, on explose le plafond. oui, là, Là, on peut le dire. Donc moi j'ai marqué push d'enculé. Ah bah je pense qu'il y en a pas mal dans le roster qui ont dû se dire ça, effectivement. Oui. Ouais, on a. Alors moi je suis pas du tout le Pierre Charnia de la WWE, mais je doute qu'il y ait un truc comparable à un gars qui gagne contre autant de top stars dans une soirée, enfin dans sa première soirée. Et le match que j'ai très 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 résumé était très bon et Reigns était très bon aussi. Donc voilà, il a mérité quoi. Il a gagné 2 matchs, enfin 2 matchs qui étaient en plus de qualité, quoi. Ouais, Oui, le deuxième affrontement, très bon, je suis d'accord, relativement court, hein, je pense, j'ai pas compté, mais ça doit pas faire à peine plus d'une dizaine de minutes, non? Je sais pas, ça vous a pas semblé rapide? moi Finn Balor m'a Euh, surtout semblé malade. Il hmm. était un peu blanchâtre, hein. Il est irlandais en même temps. sûr. Oui, oui, bien sûr, face à Roman Reigns, qui est juste sa main, pour reprendre Mhm. une de ses répliques backstage. Ouais. Effectivement, alors c'est peut-être un problème de colorimétrie, j'en sais rien, mais Finn Balor avait pas l'air super forme pour ce main event. C'est peut-être le Mais qu'est-ce que stress. ça doit être? Peut-être le stress. Ah, je pense et qu'il y avait puis, ça, le stress, puis le match juste avant, évidemment, hmm. mais bon, le match était quand même était vraiment super. Ouais, c'est super court. Je sais pas, effectivement, Raphaël a peut-être raison. C'était un match un peu plus court. Ça arrive souvent quand il y a 2 matchs dans la soirée. Rappelez-vous la finale entre Roman Reigns et Dean Ambrose pour le titre. Ça avait été expédié pareil en 10 minutes, donc c'est pas impossible, hein. Oui,
C'est normal pour leurs organismes, mais je m'attendais peut-être à ce que les deux, et surtout Roman Reigns, le vendent un peu plus durant le match, qu'ils avaient eu un affrontement auparavant, parce qu'on n'a pas spécialement vu fatigué ou jouer une blessure travaillée ou autre. Et ça met d'autant plus de crédit à Finn Balor qui gagne vraiment clean, quoi. On aurait eu un Roman Reigns qui avait gagné son match d'avant, mais qui aurait été complètement détruit par les trois autres, et qui sortait en boitant et qui revenait fatigué. On se serait dit, bon, il l'a battu à l'usure. Non, là, il l'a battu proprement, quoi. Ouais, moi j'ai même eu l'impression qu'il l'a battu avec une gastro, hein. Je te dis, il était vraiment pas bien, hein, donc pour te dire à quel point il a du mérite. Mais j'ai vraiment aimé la partition de Roman Reigns dans ce match en 1 contre 1, où justement il a pu faire... Enfin, au niveau des mimiques, ça, même si par moment il revenait vraiment à ses anciennes mimiques où il commence à vouloir jouer un peu avec le public, à essayer de capter le soutien du public. C'était assez flou, hein. Son positionnement reste vraiment encore un peu étrange. Il est puni, pas puni. Est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut jouer avec le public, pas jouer avec le public? On savait pas trop. Il y avait vraiment des moments, surtout au début du match, où il était vraiment en mode guerrier samoan, 2m10 le gars, j'en sais rien, enfin un peu moins évidemment, mais la statue, toi, et il a vraiment bien balancé dans tous les coins comme tu l'as dit, et j'ai beaucoup aimé cette partition là où tu vois, tu sentais que ça, qu'il y avait un petit truc qui clochait, il y avait un petit, voilà, il clignait un peu de l'œil, ou il se mordait les lèvres, enfin je sais pas, il faisait pas ces grosses grimaces d'adolescent complètement débile qu'il avait avant sa suspension. Mais ça revenait quand même. Il est perdu, hein. Je reprends cette image de l'ado. Pour moi, il cherche encore. Parce que je pense vraiment que il s'est fait une image, je pense. Je fais un peu un détour sur Roman Reigns, mais il s'est fait une image de ce que la WWE veut de lui. Pendant ces dernières années, on a voulu le pusher, etc. Mais pour avoir vu justement pas mal de choses sur les networks ou qui s'attardaient sur le parcours de Roman Reigns, un peu backstage, hors caméra, etc., il sait pas trop qui il est, quoi. Lui-même, quel personnage, qui il veut être sur le ring. Et ça s'est un peu ressenti, hein, sur ce match-là. Et je suis assez impatient de voir la suite. Oui, donc pour moi, il a l'air un peu perdu, lui, et puis son alignement autour. Effectivement, on veut nous le faire aimer, on dirait encore, puisqu'il se fait humilier par la méchante Stéphanie, et il se fait attaquer par les méchants que sont Sheamus et Jericho. Et en même temps, dans son acting in ring, comme tu disais, il y a des moments où il redevient le not a good guy, not a bad guy qu'il était contre AJ Styles. Et quand il défonce Balor pour commencer, on dirait Brock Lesnar qui s'amuse avec Cena ou avec tous ses adversaires. Donc ouais, il sait pas trop, quoi. Il pourrait jouer le mec qui est effectivement le guerrier solitaire qui en a rien à foutre. Mais il faut quand même à un moment donné qu'on choisisse si on accepte les huées ou si on essaie de les combattre, quoi. Donc c'est un peu mitigé sur son cas. J'ai l'impression qu'en fait ils l'ont juste laissé tomber, en fait. Enfin, qu'ils l'ont pas laissé tomber au niveau booking pur, enfin de la façon dont se terminent les matchs, etc. Mais ils l'ont abandonné sur sa personnalité, et justement son plus gros souci, en fait. Je pense que forcément, enfin, on connaît la WWE, ils lui en veulent encore, et ils vont lui en vouloir pendant un bail de sa suspension. Donc Oui. du coup, je les imagine bien être bien silencieux en backstage, lui dire bon bah ça, il va y avoir ça, 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 et voilà, rien lui préciser d'autre, pas lui dire il faudrait que tu partes un peu plus dans telle personnalité, telle attitude, que tu corriges ça et ça. Et l'emmerdant, je pense aussi, c'est que Reigns, il va falloir un jour qu'il se rende compte qu'il doit faire les changements tout seul, quoi. Ouais. Enfin, il doit se risquer à faire des choses, peut-être des choses pas forcément autorisées, il fasse un truc envers le public. Ne serait-ce que même si un jour il décide de faire un truc vaguement heel, quoi, envers le public. Il y a eu un match, je sais plus lequel, il y a pas très longtemps, où je l'ai senti agressif et regarder le public de façon narquoise. Et là, je me disais, tiens, il est en train de tenter quelque chose, on lui a donné des indications et tout. Mais il a lâché ça, en fait, depuis. Donc Il y a eu un moment, c'était pas un match, mais il y a eu un moment là où il était vraiment conspué par la foule. Je sais plus à quel moment au micro, et qui s'était retourné vers la foule en disant à tous les demeurés de la foule,
de se la fermer en gros, où il était clairement on sentait que lui il était énervé et que je pense pas que c'était scripté. Mais ouais, moi je pense, comme beaucoup, que son salut passera et par un heel turn officiel et par un des push qui est en train de voir le jour, et il va redevenir mid-carder, top mid-carder, mais il va s'éloigner un peu des ceintures, et il faut qu'on lui trouve une feud intéressante. Mais on sait qu'il a matière et qu'il a du talent, mais il faut qu'il assume de plus... c'est plus lui le top guy, là, il faut arrêter, quoi, un petit peu. Faut le repackager. Bon, oui. On va... Oui, vas-y, si t'avais un autre... Non, oui, je suis d'accord avec toi, oui. On va passer au dernier mot. Le dernier mot, une nouvelle séquence qui est en fait un repackaging, justement, de notre séquence de la note. Comme quoi on sait se remettre en question, nous. Bah ouais, nous on repackage tous les jours. Hein. Donc, ça va être en fait une séquence où chaque chroniqueur donne son coup de cœur, son coup de gueule et sa note. Alors, bien sûr, je donne les règles. Le coup de cœur ou le coup de gueule, c'est un seul segment ou un seul match ou une seule promo. Il n'y a pas la promo de Enzo et le match de Enzo, ou la promo de Kevin Owens et son triple threat, je sais pas quoi. C'est un moment du show. Voilà. On va commencer par notre nouveau chroniqueur. Raphaël, quel est ton coup de cœur, ton coup de gueule et ta note sur 5, parce que c'est le barème Meltzer. Eh bien, coup de cœur, moi je vais dire la victoire de Sasha Banks, enfin le match féminin et la victoire de Sasha Banks. Coup de gueule, il y a plusieurs trucs qui m'ont pas plu, mais allez, on va dire la coiffure de Braun Strowman, la nouvelle coiffure de Braun Strowman. On a dû lui prêter un DVD de Vikings, la série, juste avant. Ouais. Bon, alors j'essaye de respecter tes règles. J'aurais pu détailler un peu plus justement ce squash qui m'a pas trop intéressé, mais bon. Voilà. Et la note, c'était un bon show, c'était vraiment un bon Raw. On a vraiment on nous avait promis une ère nouvelle, on l'a eu. Le segment du début était bien, les 3 matchs de qualification donc pour SummerSlam étaient bien. Mais pour moi, effectivement, il y a eu un poil trop de place pour des squats chez des jobbers, alors que j'aurais aimé voir un peu plus d'autres nouveaux. Donc je vais mettre 3,75. Ok. Irem. Alors moi, mon coup de gueule, c'est la création du titre Universal Championship, là. Pour moi, qui n'a aucun intérêt en termes, qui est contre-productif, voilà, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Mon coup de cœur, c'est la séquence Kevin Owens et Rusev sur le ring. Et ma note, c'est 4. Super héros, les gars, bravo, bon boulot. Vous avez fait 2-3 petites merdes à droite à gauche, mais vraiment, c'est super et il y a plein de choses. Ils ont testé plein de trucs et ils sont sur la bonne voie et chapeau. D'accord. Alors moi, j'aurais juste une petite question, justement sur ce que tu viens de dire, parce que je suis d'accord avec toi pour la ceinture universelle. Ça me fait penser, pour cette fameuse division Cruiserweight dont on ne sait pas trop, est-ce qu'il va y avoir une ceinture dédiée? Parce que ça ferait beaucoup de ceintures là, mais je vois mal une division Cruiserweight sans un titre, sans une carotte au bout, quoi. En fait, moi je suis aussi contre la création d'une ceinture spécifique à Cruiserweight parce que je comprendrais pas pourquoi. En fait, le système de division par poids n'a aucun sens à l'heure actuelle à WWE, notamment avec des pushs comme on est en train de faire pour Finn Balor. Pour les titres de champion du monde, ça marche pas comme ça en fait. Le catch, ça marche pas par poids. On nous met toujours David contre Goliath, on met des gros contre des petits. Voilà. Alors Cruiserweight, c'est pas que le poids évidemment, c'est aussi un style. Mais si on regarde justement la fameuse émission, le classique Cruiserweight sur le tournoi qui a actuellement sur Network, Cruiserweight c'est aussi plein de styles. Donc pour moi, créer une division Cruiserweight, ok, je suis d'accord avec toi. Créer une division sans mettre de ceinture, ce serait un peu étrange. Mais pour autant, j'ai pas envie parce que tu disais tout à l'heure, il y a déjà beaucoup de ceintures. Pour moi, ce serait enfermer un petit peu certains catcheurs dans une boîte et que pour moi, il y a déjà suffisamment de titres secondaires ou tertiaires
pour récompenser les meilleurs d'entre eux. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça reste sûrement au prochain Raw, on en saura plus, mais ça reste un peu mystérieux. Ouais, exactement. Ré mystérieux d'ailleurs. Bon, pour les Cruiserweight, oui, forcément. Non, mais une blague de merde. C'est pas grave. Donc, toi, Hank, alors. moi, oui, je vais donner parce que je commande peu désormais dans le show, mais je vais tout de même donner mon coup de cœur. C'est Charlotte. C'est pas Sasha Banks, c'est Charlotte. Je trouve que Charlotte a sorti un match qui est du niveau d'un match pour la ceinture féminine. Je suis super content qu'elle ait fait qu'elle ait fait l'effort et qu'on n'ait pas l'impression déjà qu'elle ne scelle pas parce que c'est un peu son défaut, hein. Souvent elle scelle qu'à moitié les prises, comment elle est un peu Elle fait un régime sans sel, tu veux dire. elle fait un régime sans sel. Ouais. Non mais bref. Donc du coup, elle se relève un peu rapidement et des choses comme ça. Et je trouve que voilà, elle a peut-être parce qu'elle était avec sa très bonne copine, voire meilleure copine. Et donc du coup voilà, elles étaient plus investies. Et puis l'émotion venait aussi de ce moment-là. Donc voilà, elles avaient quelque chose pour se donner un peu de dramaturgie. Mais donc voilà, donc c'est mon gros coup de cœur. Et mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est New Day. Mon coup de gueule, c'est New Day. J'en ai marre. J'en ai marre des New Day. Ils sont drôles, etc. Mais je pense pas qu'ils aient besoin de la ceinture pour être drôles. On prend pour exemple Enzo et Cass. Alors je dis pas au niveau in-ring, New Day est des kilomètres au-dessus de Enzo et Cass, mais bon, comme on le disait juste avant, les règnes longs lassent forcément au bout d'un moment et je trouve que New Day a besoin de perdre son titre et on a besoin de passer à autre chose que New Day. C'est-à-dire que moi je veux pas me retrouver encore avec une rivalité de New Day contre la prochaine équipe qui a la ceinture. Donc j'espère qu'Anderson et Gallows vont choper la ceinture à SummerSlam. Et ensuite qu'on passe à de la tag team un peu plus sérieuse, enfin, tout simplement dans le sens c'est pas qu'ils sont pas sérieux dans le ring, mais ce que je veux dire c'est que l'ambiance bon enfant, voire limite pipi caca de New Day, c'est sympa, mais j'aime bien quand même quand autour d'une ceinture il y a un minimum de tension, de drame, de larmes. Mais qui est quelque chose d'un peu plus je sais pas comment dire, qui est un peu plus de suspense. De tragédie. Ils n'ont pas réussi à faire ça contre les Wyatt, je trouve. Ils auraient pu passer sur ce mode-là, mais ils n'ont pas réussi. Oui, on leur a pas donné le temps. En plus, cette rivalité avec les Wyatt, c'est vrai, on lui a pas donné le temps. C'était probablement une des rivalités les plus intéressantes qu'ils avaient. Et paf le draft. Ouais, tu es dans l'œuf, pardon, tu es dans le draft. Mais je suis d'accord avec toi sur 2 points. Le premier, c'est que c'était peut-être un des plus mauvais segments des New Day de ces derniers mois, parce que c'était nul. Le mec, alors on saura jamais vraiment s'ils l'ont choisi au hasard dans la foule ou si c'était un comédien, mais c'était assez mauvais. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense qu'ils ont enfin trouvé en face l'équipe qui est vraiment l'antithèse parfaite de eux, c'est-à-dire des vrais méchants qui puent la violence et la haine et qui sont pas du tout sympas, qui sont vraiment les heels parfaits. Et je pense qu'effectivement là on a les prochains champions tag team. Rendez-vous est pris à SummerSlam. Oui. Ouais. Ou au prochain Raw, hein, si vous voulez continuer d'écouter le podcast aussi. Évidemment. Donc, on va passer rapidement à la dernière séquence, c'est la question à la con. Et oui, le retour de la question à la con. Aujourd'hui, la question à la con voit très loin, justement, jusqu'à SummerSlam. Est-ce que Finn Balor a une infime chance de gagner contre Seth Rollins et pourquoi ? Alors. Pourquoi un film, j'ai envie de dire. Ouais. Non, c'est vraiment...
on est dans une période où on se pose plein de questions, je trouve, et au milieu de show, quand on a eu ce final, ce main event de lundi soir, moi je me demandais vraiment, est-ce qu'ils vont avoir les cojones, pour reprendre Del Rio, d'envoyer Finn Balor si haut, ou est-ce qu'ils vont quand même jouer la sécurité et partir sur un Reigns-Rollins dont on est sûr que ça va quand même faire de la dramaturgie et un beau match. Et ben là, on se pose la même. Enfin, moi, je me pose la même. Est-ce qu'ils vont de toute façon, là, on a deux gars excellents. Rollins Balor, c'est quand même une affiche de rêve. Je crois que je sais plus si j'avais fini par l'écrire, mais je crois que ça m'est traversé l'esprit au moment du draft. Je me suis dit là, ça, c'est les deux premiers picks, c'est de Raw, c'est une affiche de rêve. Elle arrive du coup très tôt. Moi, je pense que Balor a ses chances. Ça serait la conséquence logique. Après, je sais, est-ce que c'est vraiment bien de faire que le gars qui arrive défonce tous ceux qui étaient là avant? Ça fait un petit peu tous les autres sont un peu des nazes, enfin c'est caricatural, mais voilà quoi, le mec qui fait table rase de tous ceux qui étaient là avant, ça serait un beau feel good moment, c'est sûr, mais bon, Rollins, moi je dirais que c'est du 50-50. Alors effectivement, pour moi, c'est même du 90-10. Ouais, pour Finn Balor, évidemment. En fait, t'as raison, ils ont posé leur couille en pushant Finn Balor dans cet épisode de Raw, mais ils en ont retiré une de couille. Et cette couille-là, ils l'ont retirée quand ils ont créé le titre. Parce qu'ils ont créé un titre, j'ai l'impression... Ils ont un peu créé ce titre-là pour Finn Balor. C'est l'impression que j'ai, toi. On dit, on va pousser ce mec, ça va être, il va être énorme, ça va être énorme. Mais bon, faudrait peut-être pas quand même qu'il ait le titre de champion du monde WWE parce que le grand public le connaît pas encore et après derrière faut assurer les TV shows, les talks, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de pression. On veut pas non plus trop déstabiliser. Enfin, on vient de créer. Enfin, Dean Ambrose vient seulement d'être champion du monde. Donc voilà, ils ont retiré un peu une des deux couilles, je pense, toi, en créant cette ceinture de Universe. Pour moi, voilà, c'est. Et c'est ce qui, l'équation voilà, plus B fois C divisé par D fait que je pense qu'effectivement Finn Balor a de grandes chances de gagner. Alors c'est vrai que c'est Seth Rollins en face, c'est pas n'importe qui, donc j'ai peut-être un petit peu fort en disant 90-10, mais cette histoire de ceinture là, c'est tellement grossier. C'est pour ça, intérieurement, j'espère qu'il va y avoir une espèce de storyline autour de cette ceinture inversée par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, où effectivement on aurait préféré que ce soit pas aussi simple de créer une ceinture, toi, pour son show. Mais du coup, une espèce de storyline inversée où on leur tombe dessus pour leur dire, mais attendez, c'est quoi cette ceinture? Et peut-être que là, les choses seront un peu différentes, j'en sais rien. Peut-être ça va créer un Fatal 4-Way ou pour le titre à SummerSlam, j'en sais rien. Mais et voilà. Mais ouais, Finn Balor pour moi a de grandes chances de vaincre Seth Rollins à SummerSlam. Ouais, je pense que tu as clairement raison. Après, on vient juste de commencer, il peut y avoir plein de possibilités. Enfin, on peut très bien imaginer à nouveau repartir comme en l'an 40 avec Stéphanie qui serait à fond derrière Rollins et qu'on nous joue le rôle d'un Balor versus autorité. Bon, je le souhaite pas du tout parce que ça me lasserait, mais c'est possible. On peut rester sur une autorité assez neutre, comme ça a l'air d'être le cas. Bon, effectivement, on ne sait pas du tout le résultat de ce match et ce que ça va donner pour la suite. Moi, je crains quand même qu'on soit bien parti pour l'avoir, hein, ce titre WWE Universal. Mais effectivement, tu as raison. Et d'ailleurs, SmackDown a commencé un peu à jouer là-dessus. On en parlera et on va en parler. SmackDown continue de dire que le titre WWE, c'est le leur, quoi. Et historiquement, c'est le leur. Et ce titre-là, effectivement, il a pas de. C'est le titre de Raw, quoi. C'est pas le titre de la fédération. Exactement. Eh bien, moi, je dis non. Moi, je dis non. Parce que comme ça, on aura tous les avis. On a eu un 50-50, on a eu un pro Balor et je pense pas, tout simplement parce que Finn Balor. Est-ce que vous avez tous les deux suivi Balor à NXT un petit peu? Ouais. En tout cas, ouais, perso. Ouais. Ouais, moi je suis vraiment un gros marque de Finn Balor et pour moi il faut vraiment qu'il fasse très gaffe parce que un champion NXT qui bascule dans le roster principal, c'est toujours délicat. Alors il y en a qui ont été complètement sacrifiés, donc Bo Dallas on n'en parle pas, Neville ça reste très moyen, Kevin Owens ils s'en sont pas mal sortis, mais Kevin Owens a finalement très vite basculé dans le roster, mais il était même déjà encore champion NXT qui était dans le roster. Là on a le mec qui
qui pour moi est celui qui a marqué NXT depuis le début de l'histoire, le plus long règne de champion et qui a fait des matchs de ouf contre tout le monde. Donc là, s'ils font pas gagner, c'est possible, c'est crédible, il y a pas de honte à perdre contre Seth Rollins, mais il faut qu'il y ait du programme derrière, quoi. Mais ce que j'allais dire en fait, c'est Finn Balor, il est toujours pas bon au micro, quoi. Enfin, Ouais. c'est tout bête, hein. Le fan hardcore de catch généralement se concentre sur concentre son attention sur la technique et le côté spectaculaire des matchs. Et ça, Balor, il a déjà ça à 100%. Hein. Il peut encore un peu s'améliorer sur la variété de ses coups, mais sinon, il sait faire ça, il sait faire des main events, quoi. Mais par contre, je le vois. Enfin, j'attends avec grande impatience les joutes verbales qu'il va y avoir entre Rollins et Balor. Parce que Rollins va le bouffer, là, je pense, oui. Ouais, mais c'est justement c'est le moment où Balor doit monter son jeu, muscler son jeu, parce que un type comme Balor au micro, c'est un gars un peu timide. On a l'impression qu'il est nerveux, enfin c'est sa façon de s'exprimer, il est généralement très saccadé dans ses interventions, etc. Et bref, c'est pas c'est pas du champion matériel comme on dit. Je le vois pas encore, je le vois pas encore en champion justement qui fait le show, parce qu'un champion ça doit faire le show dans le ring et au micro. Et donc voilà, je suis super content du push. J'espère que justement ça va le pousser au cul pour justement être remonter cette pente qu'il a de ce côté-là et qui va progresser. Par contre, je crois pas du tout qu'il va être champion directement. Et ce serait en plus mieux pour lui parce que si ensuite on peut continuer une petite rivalité contre Rollins et que il arrive à progresser là-dessus, ça serait tant mieux pour lui. Le mettre champion directement, là par contre, je pense que ça serait une erreur. Et puis je pense pas qu'il a la confiance encore pour faire ça. Il a la confiance dans le ring, mais en dehors, je le vois pas. Je vois pas avoir encore cette carrure de superstar. Enfin, voilà. On va terminer cette analyse de Raw tout de suite. Mais ce n'est pas la fin du podcast. Et oui, ce n'est pas la fin de ce catch-up. Malgré le silence qui m'entoure. Nous sommes toujours là. Vous êtes toujours là, les gars. Que se passe-t-il ? Eh bien, c'est tout simplement le supplément SmackDown. Le supplément SmackDown présenté par Yerem. Merci Hank et bienvenue dans le supplément SmackDown, votre dose hebdomadaire entièrement dédiée au show bleu. On va essayer de la faire très très vite, mais c'était important pour nous effectivement de vous parler de SmackDown suite à la draft. On en avait parlé évidemment pendant notre épisode spécial de la semaine dernière en combinant Raw, SmackDown, draft, voilà, ça faisait vraiment un tout. Là on va voir quelle était la réponse du berger à la bergère, hein, parce que Raw nous a montré clairement son gros programme, on vient d'en parler tous les trois, mais que va nous proposer, quelle vision du catch va nous proposer SmackDown. Alors évidemment SmackDown, c'est une heure de moins, hein, donc c'est très très condensé, vous verrez, il n'y a pas beaucoup, il y a pas forcément eu beaucoup de séquences et de matchs, mais voilà, ils avaient quand même 1h30 à peu près pour s'exprimer. Donc ça commence tout simplement avec Daniel Bryan et Shane McMahon qui sont avant le Titantron, qui nous accueillent pour lancer le show en partant des backstage. Petit clin d'œil d'ailleurs à Kevin Owens qui avait eu une entrée un peu de la même sorte où la caméra part directement depuis les backstage. Donc ils arrivent au milieu de l'arène et clairement en nous parlant et en nous disant bah voilà, SmackDown, contrairement à Raw, ça va être tout pour le public, tout pour vous, pour les catcheurs. Fini les histoires de drama, le catch avant tout. Donc ils rejoignent le roster. Alors on a vraiment une espèce de
C'est un peu le jeu des miroirs inversés, mais pas trop avec Raw. On se retrouve, alors le roster cette fois-ci n'est pas sous le Titantron, mais sagement installé autour du ring. On a vraiment tout le roster qui est là. C'est d'ailleurs un peu l'occasion de voir que le roster est un peu plus maigrichon forcément que Raw. Et que Shane O'Mac en profite évidemment pour annoncer que, comme tu l'as dit tout à l'heure pendant la séquence sur Raw, que le champion WWE, il est là, il est à SmackDown, il est dans le show bleu, c'est évidemment Dean Ambrose, donc qui arrive sous une grosse pop. Évidemment, il faut un challenger pour Dean Ambrose, et ce challenger là, ça va pas être deux Fatal 4-Way avec un main event entre les deux gagnants, parce qu'on a un peu moins le temps, on va dire, à SmackDown, mais ça va être à l'occasion d'un six-pack match, donc un affrontement avec 6 catcheurs évidemment. Donc il sélectionne 5 catcheurs parmi les têtes d'affiche évidemment. Donc on se retrouve avec John Cena, Dolph Ziggler, AJ Styles, Bray Wyatt qui est revenu avec un nouveau look, et Baron Corbin qui est donc le 5e sélectionné. Donc on s'attend à ce qu'ils offrent le 6e, peut-être Alberto Del Rio qui semble être le mieux placé, mais non, SmackDown c'est le show de toutes les chances, toutes les opportunités. Et donc, une Battle Royale est organisée pour déterminer... Ouais Super. Oui, vous verrez, c'est du nouveau, mais avec des vieilles ficelles. Hein. Donc, c'est une Battle Royale qui va permettre d'occuper ce 6e spot. Et tout le monde est invité, sauf les filles, évidemment. Donc, ce qui aurait pu être une grosse nouveauté. On se souviendra que... Chyna a déjà porté le titre intercontinental, donc ça aurait pu être l'occasion de, pourquoi pas, faire un mélange des genres. Mais bon, on veut de la nouveauté, mais pas trop. Donc rapidement, la Battle Royale, c'est assez simple. Hein. Les tag teams ont fait les frais de la Battle Royale rapidement. Alors, c'est assez curieux parce que finalement, quand on est une tag team, on a son coéquipier sur qui on peut compter pour éliminer les autres. Là, c'est plutôt l'inverse. Toutes les tag teams se font rapidement éliminer. Dans les petits coups, on va dire, ceux qui ont aussi un peu à tirer leurs cartes, il y avait Mojo Rawley qui a réussi à éliminer Eric Rowan avant de se faire éliminer lui-même par Del Rio, qui lui également se fait éliminer, donc pas Del Rio pour le six-pack match. Donc on se retrouve avec un Final Four entre Kane, Kalisto, Zack Ryder et Apollo Crews. Donc un vieux et 3 jeunes, on pourrait dire. Donc la foule est évidemment vachement derrière le Long Island Z, qui n'est pas trop en veine ce soir puisqu'il glisse de la 3e corde en voulant capitaliser sur le finish porté par Kalisto sur Apollo Crews. Pas de bol, Zack Ryder sera pour une prochaine fois. Le Mexicain, lui, se fait éliminer justement par Zack Ryder. Et le duel final se retrouve donc entre Kane et Apollo Crews. Une esquive plus tard, c'est l'ancien NXT, donc Apollo Crews, qui se qualifie en remportant la Battle Royale et qui donc va rejoindre le Contender Match. Alors, déjà, je reviens plus globalement sur ce début de show. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne réponse du berger à la bergère, comme tu disais, puisque ça donnait une ambiance, tous ces gens autour du ring, autour de Daniel Bryan et Shane, ça donnait une ambiance un peu plus confidentielle, un peu plus intimiste, donc c'était sympa. C'est pas la même chose, comme tu disais, c'est pas des Fatal 4-Way, mais ça reste intéressant. On a une Battle Royale, bon, on aurait pu s'en passer, mais ça fait une porte ouverte. Non, c'était pas mal comme choix. Alors bon, moi je me désespère de voir Baron Corbin choisi, et effectivement le pauvre Del Rio, on se demande ce qu'il a fait pour être si bas, alors qu'en plus les commentateurs n'ont pas arrêté de dire qu'il était quadruple champion du monde, donc c'était un peu contradictoire. Mais la victoire d'Apollo Crews est assez plaisante, on se dit enfin... ils vont en faire quelque chose, et je me suis dit un peu la même chose de Zack Ryder aussi. Là, on se dit que SmackDown va peut-être permettre de belles opportunités pour ces mecs-là. C'est plutôt satisfaisant, c'était plutôt bien, et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a reçu une assez bonne pop Crews en gagnant, alors qu'il faisait un peu d'indifférence jusqu'à présent. C'est un nouveau show, en quelque sorte, une nouvelle écurie, et donc il y a de nouvelles opportunités. C'était pas mal. Hank. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne et une mauvaise idée en même temps. Dans le sens où c'est une bonne idée dans la logique de donner une chance à tout le monde, cette Battle Royale.
Et c'est une mauvaise idée parce qu'on a l'impression de regarder un match, une Battle Royale de jobbers à Raw. Enfin, il n'y avait pas que des jobbers, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on a l'impression de regarder ce genre de sous-Battle Royale qu'on peut se taper de temps en temps. Pour une place pour l'US Championship pour se faire battre par Rusev ou je sais pas qui. Donc voilà, j'ai trouvé aussi dommage de builder Kane. Enfin, c'est bon quoi. Kane qui vire combien 5, 6 personnes avec son Chokeslam. J'aurais bien aimé qu'il soit éliminé plus rapidement et qu'au moins à la fin on ait du suspense quoi. Parce que il y avait aucun suspense. Enfin, ils n'ont pas qualifié Kane contre Apollo Crews. On n'est pas en 2015. en 2015. Oui, Non, c'est mais sûr. voilà. D'ailleurs, on peut noter. Enfin, moi, j'ai eu un petit peu de tristesse pour Simon Gotch, qui a été le tout premier éliminé donc des Vaudevillains. Je me suis dit que là, il y avait du Ouais, recul mais sur la carte. Je sais pas s'il ça, paye c'est toujours la blessure d'Enzo. ouais, non, mais ça c'est une sanction de sa baston là avec Sin Cara en coulisses. Ah oui. Euh, il a eu une altercation, je sais plus, si c'était avant Battleground, un truc comme ça, et donc voilà, c'est la bonne vieille sanction. Le Mais premier éliminé, toujours. Tu peux être sûr qu'il a fait une connerie, le premier éliminé d'une bataille royale. et donc voilà, ouais. Sinon le segment d'introduction, bon. C'était sympathique. Je suis moins convaincu par Shane Bryan que Stéphanie Follet parce qu'au moins Stéphanie Follet donne moins l'impression de vouloir se faire applaudir, enfin applaudir ou alors, on peut dire Ils que en font des caisses, quoi. Stéphanie aussi aime bien s'amuser avec le public, mais là, je l'ai trouvé plus discrète dans Raw que Shane et Brian dans leur show. Brian qui est tout le temps avec ses yes, moi, ça commence à me gaver un petit peu. Ah bah Enfin, malheureusement, plus on verra, mais c'est la marque un peu, c'est un peu le fil rouge de, si je puis dire, ou le fil bleu de SmackDown. C'est vraiment, ce serait un peu cru dans le Daniel Bryan show, hein, parce que bah, rien que la musique d'intro, ça je l'ai pas signalé, mais la musique d'introduction, au-delà du générique de l'émission, bah, c'était la musique de Daniel Bryan. Donc pour lancer le Oui, c'est show, vrai. c'est la musique de Daniel Bryan qui arrive avec Shane O'Mac et qui lance le Yes Movement, les Yes Chant, pardon. Et voilà. Donc c'est vrai, t'as raison. Daniel Bryan et Shane O'Mac sont un peu trop envahissants et en font un peu trop dans cette volonté de vouloir faire applaudir le public, faire réagir, etc. et j'espère que Cesaro aura regardé l'émission puisqu'il se plaignait de pas être à SmackDown et de pas être du côté des commissionnaires qui se font discrets. Ouais, Voilà quoi. là c'est un gros ouf de soulagement pour Cesaro. Oui, non, mais effectivement, c'est très étonnant parce qu'ils sont tous les deux face assez naturels, ils sont assez populaires sans trop en faire. Et les Et on enfants dirait des caisses, effectivement ouais. qu'ils en font des caisses et qu'ils en rajoutent énormément. Et c'est vrai que c'est un peu lourd, quoi. On dirait presque ils ont piqué les textes de John Laurinaitis sur le coup du People Power et tout ça. C'est assez bizarre d'en faire autant. Alors on Mm. sent bien que c'est pour concurrencer, qui Shane notamment en rajoute un paquet pour bien sûrement faire chier à distance sa sœur en disant qu'eux ils sont gentils, mais ça en devient presque lourd, quoi. Ouais, on a presque envie d'être du côté de Stéphanie. Aïe aïe aïe. Voilà. Donc, bah, pour rester dans ce côté, on veut faire du nouveau, mais avec du vieux. On a eu un match de filles entre Natalia et Becky Lynch, puisque la rivalité n'est pas terminée, vu que les deux ont plus été draftés. Eh oui, elles ont été draftées toutes les deux dans le même show. Aïe 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 aïe. Donc rapidement, hein, les deux filles se provoquent et évidemment Natalia essaye de ralentir pas mal le match avec de nombreuses prises. Becky Lynch fait plus parler sa puissance et sa rage en enchaînant les coups de poing, les hurlements. C'est une vraie furie sur le ring. Mais chaque séquence qu'elle tente est un peu stoppée par la Canadienne. L'Irlandaise parvient quand même à faire une descente de la jambe pour le compte de 2. Donc là, on a vraiment des tentatives de tomber qui s'enchaînent pas mal, évidemment, à ce moment-là. C'est plus ou moins fluide, hein, ce match.
Natalia porte évidemment Sharpshooter pour donc sa prise de soumission, mais elle est contrée par Lynch, qui elle place son finisher et parvient enfin, si je puis dire, à faire taper Natalia. Donc enfin une victoire de l'Irlandaise. Hipipi pourra. Rapidement, pour ou contre continuer cette rivalité? Non, stop, arrêtez tout de suite, j'en ai marre. Voilà. Ouais, non, moi je suis d'accord. Je pense que en plus, tu vas sûrement l'expliquer de suite, mais le segment qui suit, pour moi, explique clairement que c'est fini, on passe à autre chose. Et heureusement. Oui, donc effectivement, tu as raison. Juste après match, donc ça c'est une petite nouveauté qu'on retrouve, je crois, dans les deux shows. On a des interviews post et pré-match, mais directement, soit sur le ring, aux abords du ring. Donc on a les intervieweurs, donc Renee Young et Baron Saxton pour Raw, qui viennent interviewer les catcheurs. Alors, soit les gagnants, soit les losers, ça dépend un petit peu. C'est assez aléatoire, donc il y a un côté vraiment un peu plus sportif. Donc ça c'est vraiment... Ouais, alors tu vois. Ouais. Ah, vas-y, parce que je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça limite gonflant un peu. Ça, pour moi, c'est comme les interviews juste à la sortie des matchs de foot quand les mecs. C'est ce que je dis. Voilà, on ils est savent pas trop quoi vraiment sur le modèle un peu sportif où effectivement on risque de dire pas mal de banalités. Et surtout, c'est un peu chaud parce qu'on interviewe quand même pas mal de petits nouveaux, notamment Apollo Crews qui a été interviewé justement à la fin de son match. C'est un gros pari, c'est un gros risque qui est pris de faire comme ça des interviews à chaud sur des catcheurs, en particulier des jeunes qui sont pas forcément des pros de la promo. Et surtout, c'est du 100% télé. Enfin, c'est pas du tout un passage micro qui est entendu par la foule dans le ring, dans la salle. Enfin, je pense. Hein. Effectivement, si c'est comme les commentateurs, il n'y a pas de retour pour le public. C'est vraiment 100% télé. Ouais, donc du coup, vis-à-vis du public, je sais pas, c'est comme ça se fait vraiment au pied du ring. Des fois, ils sont même pas à peine descendus du ring. Donc ça doit faire un peu bizarre dans la salle, je trouve, de pas entendre ce qui. À vérifier, à vérifier cette info effectivement. Est-ce que il y a un retour pour le public? Toujours est-il que ça explique peut-être on va dire le long silence ou l'accueil un peu mitigé justement de l'ensemble des catcheuses qui sont venues s'interrompre les unes les autres après la victoire de Becky Lynch. Donc on a donc Alexa Bliss qui interrompt Becky Lynch, elle-même est interrompue par Naomi, qui est interrompue par Carmella, qui elle est interrompue par Eva Marie, qui a le bon goût de le faire en silence. Et ça s'arrête là. Donc là, c'est vraiment défi de mannequin. On vous présente notre roster féminin pour l'avenir. Oui, donc pas forcément besoin d'en dire beaucoup plus. Si. Moi, je tiens juste à dire très rapidement. Déjà, le truc des interviews après les matchs, moi j'aime bien. Mais bon, ça, chacun son truc. Juste pour dire que Eva Marie, pour une fois, a surpassé tout le monde. C'est la première fois où elle a surpassé autant de catcheuses en même temps, puisque c'était la seule à ne pas être énervante dans ce segment. C'était la seule. Oui, parce qu'elle les n'a pas autres ouvert la étaient bouche. horribles, juste à chier. Carmella, c'était on entendait le vent. Ouais. Mais elle a fait la même chose. Elle a fait la même chose qu'elle faisait à NXT, Carmella, et elle aurait jamais dû faire ça parce qu'elle est pas à NXT et qu'elle est pas autour de 200 mecs en rut. Enfin, elle est pas au milieu de 200 mecs en rut. Elle est au milieu d'un public de milliers de personnes avec des familles et personne la connaît. Donc voilà. C'est juste ça. Et non, moi j'ai pas trouvé. J'adore Alexa Bliss. Je l'ai trouvée énervante au possible et surtout il faut qu'elle arrête les jeux de mots. Elle les faisait pendant un temps à NXT. Elle avait arrêté, c'était très bien et elle reprend les gimmicks un peu débiles. Donc voilà. Raph, quelque chose à dire? Oui, bah très vite fait. Non, moi j'ai trouvé ça sur le principe pas forcément con parce qu'on sait que les têtes d'affiche des filles sont à Raw. Donc de nous montrer un peu qu'il y a du potentiel matériel qui aurait pu être intéressant si ce qu'elles avaient dit était plus intéressant. Mais bon, c'était pas terrible. Et puis finir par Eva Marie, c'est catastrophique. Et effectivement, elle ne parle même pas. C'est un espèce de présentateur qui la présente et qui la définit. C'était le meilleur. Mais non, mais oui, parce qu'elle était. C'est la seule qui a réussi son job. C'est la seule qui a réussi son job. Elle devait être elle devait être elle devait être genre la grosse relou en plastique qui arrive et qui fait que montrer ses boobs. Et bah c'était exactement ça. Elle avait rien d'autre à faire. La voix off aussi, on en a pas parlé. Il y a une espèce de voix off qui la présente. Dans son petit tantron, oui, effectivement, il est composé d'une voix off qui la présente et qui fait une longue présentation d'Eva Marie assez insupportable, effectivement.
Mais Ouais, non, mais justement, finalement, t'as raison, ouais. Ouais, tu me fais changer d'avis, c'est vrai. Elle est une île réussie. Alors, puisque SmackDown, c'est avant tout du catch, du catch et du catch, et ben après ça, on a eu également une autre interview, voilà, avec le retour de Miss TV, qui sera exclusif à SmackDown. Donc voilà, on reste cohérent avec la ligne que voulaient faire Shane McMahon et Daniel Bryan. Donc l'invité de ce soir pour The Miz, rapidement, je vais vraiment la faire courte. Tout d'abord, il commence à s'interviewer lui-même, en laissant évidemment sous-entendre que il y avait du subtexte, hein, pour nous faire bien comprendre que l'invité, enfin la personne qui allait débarquer, ça allait être nul autre que Randy Orton, le futur opposant de Brock Lesnar pour SummerSlam. Donc Randy Orton débarque, hein. Il le félicite pour son talent de promoteur, Miz, et qu'il est très fort pour, je cite, playing with himself, pour jouer avec lui-même. Et il rappelle que si Lesnar est une légende, la légende qui a battu Undertaker, lui est le Legend Killer. Donc, mine de rien, ce n'est pas rien. Donc, Randy Orton se propose tout simplement de ne pas attendre SummerSlam pour son premier match, et pourquoi pas faire un premier match face à son bon vieux copain, le Miz. Donc, on a juste après l'affrontement entre les deux, qui n'a vraiment pas duré très très longtemps. Ça s'est contenté, voilà, Miz a travaillé rapidement sur l'épaule, qui était donc l'épaule blessée de Randy Orton, l'épaule qui lui a valu 9 mois d'absence, hein, en le balançant contre les barricades, etc. etc. Orton reprend rapidement le dessus et ralentit le match à son avantage. Et là, il y a une séquence un peu étrange, il se passe plus rien, le Miz est tendu au sol, on a 5 minutes où Randy Orton reste sur le ring, avant que de porter son RKO, létal évidemment, pour le compte de 3. Donc un match expéditif, hein, pour le retour en action de la Vipère, aux dépens du champion intercontinental, qui aurait, j'imagine, mieux fait de rester à la maison. Donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette séquence-là, vis-à-vis d'Orton ou de Miz? moi j'aime beaucoup Orton. Moi j'aime beaucoup Orton en ce moment. Enfin depuis. Ouais, ouais, en mode face, mais en mode face facétieux, un peu à la Cena. Euh, Enfin, oui, enfin, c'est le premier nom qui me vient en tête, quoi. Mais je veux dire, sa petite, on n'en a pas parlé à Battleground, sa petite pique sur le dopage de Brock Lesnar aussi était sympathique. Donc ça, c'était à Battleground, hein, si vous voulez le regarder. Et là, il a fait toujours le même côté facétieux, voilà, play with himself, suggérant que ce qui est assez bizarre, suggérer que le Miz se masturbe alors qu'il est à côté d'une très jolie femme qui l'embrasse toutes les 2 minutes. Ah, c'est encore plus terrible, du coup, c'est encore plus terrible. Mais ouais, non, mais la séquence de l'interview m'a vraiment branché parce que j'aime, enfin, franchement, le Miz, dès qu'il est au micro, depuis des mois, là, hein, il est toujours bon, il est toujours divertissant. Et le match était, allez, disons-le, un peu nul. Le match était vraiment ennuyeux. Avait pas vraiment de sens en plus. Enfin, je veux dire, le rythme du match, il s'était haché, c'était. Donc voilà, c'est tout. Ouais, alors c'est intéressant parce que moi j'ai pas tout à fait le même point de vue sur Orton. J'avoue que ça y est, il a trouvé son nouveau truc. Donc face à Suplex City, lui c'est Viperville. Donc je sais pas trop si ça va prendre. Ça me paraît moyen. Au micro, j'ai toujours trouvé Orton un peu moyen. Le match en lui-même, moi je pense qu'il voulait dire qu'une seule chose ce match, c'était que avec son RKO, il peut renverser une situation en 2 secondes, quoi. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'il se fait éclater pendant 5 minutes dans et hors le ring par le Miz qui lui travaille l'épaule. Et au moment effectivement où le Miz remonte sagement sur le ring après avoir remonté Orton, hop, RKO. Et comme tu disais IRM, ensuite pendant 5 minutes, il attend, il déguste et hop, nouveau RKO. Donc je pense que c'était ce qu'on voulait nous dire, que même tabassé, même défoncé, Orton, il lui suffit de prendre une petite impulsion sur les jambes pour hop, tuer tout le monde. Mais bon, ça n'a pas trop donné envie de le revoir en action, effectivement.
Mais Oui, c'est le seul message qu'on peut retenir, effectivement. juste là-dessus, 10 secondes, c'est le fait qu'il joue un peu le petit malin et que le face souriant et un peu narquois, ça me gêne pas dans le sens où je sais déjà qu'il va se faire battre par Lesnar. Donc, enfin, c'est pas comme si y a aucun, enfin, y a pas de suspense. C'est un peu le gros problème des matchs de Lesnar depuis un bail là. Mais donc voilà. Moi, ça me gêne pas parce que je sais que voilà, ils vont faire un bon match et il va perdre. Et sachant qu'on va avoir Lesnar à Raw, je crois que Lesnar revient au prochain Raw, non? C'est pas ça? Oui, oui, c'est ça, exactement. Mais du coup, Orton est à SmackDown, donc qu'est-ce qu'on va avoir comme interaction? Est-ce qu'il va venir quand même? Est-ce que ça va être Il va le des tâches bring it. interposées? Il va le bring it via satellite. Peut-être. Je vois mal Orton. Non, puis en plus, je les vois mal les deux se mettre des coups de poing sur le ring comme c'était quand il était en rivalité contre l'Undertaker ou autre. Je pense pas qu'il y aura de vrai contact physique avant SummerSlam, puisque ces deux mecs, a priori, ne se détestent pas. Ils veulent juste. Il y a... C'est vraiment une affiche sportive de gala Voilà, c'est ça. qui n'a pas besoin de construction autre que l'affiche en elle-même. Mhm. Et effectivement, il n'y a pas besoin. C'est même mieux que voilà, il n'y ait pas d'interaction entre les deux, quasiment. Oui. Si c'est pour ça soit effectivement via des apparitions sur le Titantron, alors qu'il y a une séparation des émissions, donc il n'y a plus trop de raisons que ça se passe comme ça. Bon, à moins qu'ils engagent des hackers. Toi. Bon, un autre, tiens, en parlant de hackers, il y en a un qui est venu hacker un peu le show là, c'est Heath Slater. Ah oui. Heath Slater qui, rappelons-le, n'a pas été drafté tout simplement. Hein. Il était le mec qui n'a pas été drafté lors du draft. Donc il débarque sur le ring pour effectivement faire parler sa voix. Donc, et il nous balance une énorme promo, mine de rien, Heath Slater. Donc effectivement il veut lancer commence à lancer des chants Heath Slater, le public prend vachement. À ce moment-là, Shane débarque et lui annonce simplement que s'il veut un boulot, qu'il lui envoie son CV. Donc une partition de heal parfaite de Shane, hein, pour qui normalement tout le monde a sa chance, mais bon, sauf toi. Complètement. Donc Heath Slater il lui rétorque Shane doit bien voir le W Network, hein, ça coûte que $9,99. Donc pas mal de répondants, hein, pour ces Heath Slater. Il y a juste à taper le nom de Heath Slater sur le network pour voir son CV. Donc là il commence mine de rien effectivement à lister ses exploits. Donc triple tag team champ, cerveau, alors là il va peut-être un peu loin, mais cerveau de Nexus, du corps, 3MB et des social outcasts. Donc ça rappellera du souvenir à pas mal de monde. Et que tout simplement, c'est l'occasion pour SmackDown de signer le free agent le plus hot du sport entertainment à l'heure actuelle. Donc voilà, donc grosse promo de Heath Slater qui est venu proposer ses services à SmackDown pour trouver une petite place dans l'écurie bleue. Donc mine de rien, une longue séquence, hein, je sais pas trop ce que vous en avez pensé Tu racontes pas la cette suite séquence-là. C'est-à-dire donc au moment où il dit il est le free agent le plus hot possible, Shane il dit ah oui je vois totalement l'agent je le vois totalement, et en fait c'est Rhino qui est en train de grimper derrière Heath Slater enfin sur le ring et derrière Heath Slater pour l'attaquer par surprise. Et donc voilà, et puis après il fait son petit il monte. Je pense que j'étais tellement en facepalm à ce moment-là, surtout en entendant que c'était le free agent le plus hot, c'était Rhino, alors qu'il viendrait apparaître à NXT. Ouais, et puis que Rhino, je sais pas quel âge il a, mais il doit pas lui rester grand-chose dans le catch. Hein. Mais je crois que j'ai eu le cœur qui s'est arrêté de battre et que j'ai pas pu du coup pianoter sur le clavier. Mais ouais, effectivement, donc ça se termine pas très bien pour essayer. La séquence était vachement bien jusqu'à Rhino en fait. Je pense que j'ai réécrit l'histoire. Et non mais Rhino, on sait pas ce qu'il fout là en fait. Normalement il était genre en espèce de vétéran qui entraîne les autres à NXT, et puis il le ramène comme ça à SmackDown. On sait pas pourquoi. Non mais Heath Slater toujours drôle, et puis là il avait la place pour laisser s'exprimer, enfin pour s'exprimer
librement et faire une promo. Et puis on sait que Heath Slater, quand il s'y met, il est très marrant au micro. Donc tant mieux pour lui. Et j'espère, de toute façon, s'ils lui ont fait faire ce segment-là, il va forcément réapparaître dans le show. C'est dommage de. Moi, j'aurais pas. Enfin, je veux dire, on l'a fait 300 fois, quoi. Heath Slater qui balance un monologue qui se fait défoncer par une baraque ou par une légende ou machin. Donc, moi, j'aurais fini le truc différemment. Mais sinon, c'est vrai. C'était. Toujours cette originalité, cette nouveauté propre à SmackDown. Ouais. Puis alors Rhino, non mais en plus le public, juste une dernière chose, le public il voulait pas popper pour Rhino, il voulait popper pour Slater. Alors foutre Slater par terre et Rhino qui fait comme s'il venait de gagner un match, ça c'était bien con quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que les monologues de Heath Slater, souvent, il se fait défoncer par quelqu'un dont on n'attend plus qu'il lui fasse fermer sa gueule. Et là, c'est l'inverse, quoi. Enfin, il a presque fait tirer la larmichette, Slater. Elle était vachement bien, sa promo, elle sonnait juste. Il est là depuis quand même un sacré bout de temps. Il a jamais été mis en avant. On connaît son talent in-ring limité, mais sa capacité effectivement d'humoriste. Enfin, c'est un bosseur. Et c'est vrai qu'on est triste pour lui à la fin du segment, quoi. Donc j'espère que le segment final vous apporte un peu plus de bonheur, puisqu'on va parler donc de ce fameux main event qui mettait aux prises 6 catcheurs pour tout simplement une place de first contender à SummerSlam pour affronter Dean Ambrose pour le titre suprême. Donc on a rapidement une association entre Bray Wyatt et AJ Styles qui s'en prennent à Apollo Crews. Ça fait un petit clin d'œil un peu aux suiveurs d'Euro, puisqu'on retrouve un peu la partition qu'avaient joué Kevin Owens et Rusev. Voilà, sauf que ce clin d'œil dure un peu moins longtemps, puisque Bray Wyatt couche rapidement AJ Styles d'une grosse corde à linge. Donc les autres tentent de rejoindre le ring vaguement, hein, ça ne marche pas trop, ils sont un peu tous éliminés. Seul John Cena y parvient, provoquant alors un enchaînement, une séquence de prises des uns et des autres. On se retrouve avec Apollo Crews et Baron Corbin qui se retrouvent donc seuls sur le ring, donc petit instant NXT. Coupure pub, et là on retrouve tout le monde. Donc voilà, la magie de la coupure publicité. Donc on a cette fois-ci une sorte de powerbomb des deux coins opposés. On a Apollo Crews qui porte deux catcheurs et Baron Corbin qui fait la même chose de l'autre côté. Donc tout ce monde-là se retrouve écrasé au milieu du ring. Crews porte sa prise, son powerbomb, son finisher. Compte de 3 interrompu par Bray Wyatt qui chope l'arbitre hors du ring. Et puis là, alors, ça va être festival de finisher, hein, puisqu'il porte sa Sister Abigail avant que Dolph Ziggler lui porte son zigzag. John Cena intervient, porte son Attitude Adjustment sur Dolph Ziggler. AJ Styles tente d'en profiter pour se faufiler, mais se prend également un Attitude Adjustment, sans succès. Donc là, c'est le Cena Show à ce moment-là, hein, qui débarque, hein, qui commence, puisqu'il porte globalement son finisher sur tout le monde. Et là, séquence finale, AJ Styles, qui porte son Phenomenal Arm, qui vire le Marine du ring. Donc le match semble alors gagné pour AJ Styles, mais c'est Dolph Ziggler qui lui porte un super kick, qui sera fatal, puisqu'il étale AJ Styles pour le compte de 3, et là donc Dolph Ziggler gagne le match. Dolph Ziggler est qualifié pour le match face à Dean Ambrose pour le titre super à SummerSlam. Grosse pop pour Dolph Ziggler qui est rejoint par Dean Ambrose pour la pause finale, la photo finish des deux qui se font face, avec évidemment Daniel Bryan et Shane McMahon qui viennent profiter un peu du bain de foule. Et grosse pop évidemment pour cette affiche un peu surprenante, j'imagine, qui a dû en surprendre pas mal, cette victoire de Dolph Ziggler. Est-ce que vous avez été surpris et agréablement surpris par cette victoire de Dolph Ziggler sur finalement pas mal de gros opposants? Très surpris, honnêtement, quand le match a démarré, c'était la grande question. Là, ils sont 6, qui c'est qu'on va foutre contre Dean Ambrose? Moi, j'aurais mis plus de chance à Cena éventuellement, parce on savait pas trop là si les rivalités étaient finies, si Cena et AJ Styles c'était fini ou pas. On savait pas qui pouvait avoir une chance de l'emporter. Ça a été un beau match, moi j'ai bien aimé.
Alors, Baron Corbin, on soupire en entendant son nom d'avance, mais j'ai trouvé que dans cette partition, il a joué le rôle qu'on attendait de lui. Il a été le méchant bourrin violent. Cruz a été bon. Tout le monde a été assez mis en valeur tout en ayant personne qui sort du lot. Enfin, sur l'ensemble du show de ce SmackDown, Cena passe totalement discret. Enfin, c'est vraiment le mec qui est au même niveau que les autres. Donc, on a un beau show. Tout le monde les pendules sont remises à l'heure. Tout le monde à égalité. Et avec au final, donc, Ziggler qui enfin euh, va atteindre. Enfin, il a déjà eu des main events, mais qui est vraiment le premier à sortir du lot. Et c'est super bien. Là, je trouve que autant sur certains aspects du show, ils n'ont pas trop réussi. Autant là, on se dit, voilà, là, on est vraiment dans. On va vraiment avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on attend depuis longtemps, quand même, de voir Ziggler remonter la pente. Et quelque chose qui est cool. Et d'ailleurs, au final, je trouve que leur duel visuel, leur duel de regard avec Dean Ambrose était vachement bien. Il y avait une intensité entre les deux, parce qu'on sait que c'est des bons catcheurs populaires et que c'est pas des rigolos, enfin, c'est pas des clowns sur le ring. Et je trouve que là, pour le coup, c'est à nouveau gâché par Shane et Daniel Bryan qui arrivent, qui font câlin à tout le monde. On est tous copains, c'est formidable. On a réussi un super show. Bravo, bravo. Ça a cassé la tension dramatique, je trouvais. J'ai pas vu la fin, j'ai pas vu la toute fin, moi, parce que j'ai regardé le SmackDown juste avant le podcast là. Euh, j'ai vu jusqu'au face à face de Non, d'Ambrose et ouais, les deux, le GM et le commissionnaire, montent sur les rings avec eux et leur serrent la main. Et je crois même qu'il y a Daniel Bryan qui doit prendre la main de chacun de Dean et de Ziggler pour faire un salut et pour lever les bras à la foule, si je me trompe oh pas. là Enfin, là. Il est... Non mais vraiment, faut qu'ils arrêtent avec ça. Sinon, ouais, le match, il était bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé le match. J'avoue que je l'ai un peu regardé d'un œil parce que, voilà, comme je disais, je l'ai regardé en vitesse avant le podcast, mais j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé la fin. Vraiment, la fin, l'enchaînement de fin était vraiment bien amené. Heureusement qu'il a pas gagné sur un roll-up, hein, parce que souvent les mecs qui prennent par surprise, c'est du roll-up. mais en même temps, il gagne pas sur son finisher spécialement attribué, il gagne pas sur son zigzag. Et ça, j'aime bien aussi quand ça sort un peu du classique. Bon, ça C'est reste le, c'est son super kick, hein. c'est le jeune Shawn Michaels, Exactement. le super kick, c'est ça. Non, mais c'est bien. Je suis super content pour lui et en même temps super inquiet parce que on sait ce qu'ils font. On sait ce qu'ils font à Ziggler dès que ils lui donnent une opportunité. Euh, et, euh, et là, je le vois pas. La seule façon, il faut qu'il y ait. Alors, ça fait un peu genre on donne la même solution à chaque fois qu'il y a un problème. Il turn. Mais, mais là, là, je le vois pas prendre la ceinture à moins d'un heel turn pendant le match. Et ça serait cool, ça. Un heel turn pendant le match où genre il devient ultra agressif et tout ça, et le lendemain en fait on se rend compte que voilà, il en a plus rien à foutre du public et que voilà, il avait juste besoin de comment leur aide jusqu'à avoir la ceinture, et maintenant qu'il a la ceinture il en a plus rien à battre. Ça serait vraiment bien. Euh, donc voilà, ce que j'imagine de plus crédible, c'est genre comment une rivalité ensuite, enfin que Ziggler se fasse battre et qu'ensuite Styles vienne pour une rivalité Ambrose Styles, parce que j'imagine qu'ils vont pas refaire Cena Styles tout de suite. Euh, donc voilà. Donc oui, non, c'était très bonne décision et je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Ziggler en espérant qu'il fasse quelque chose, quoi. Il faut plus que ce soit le show-off, il faut pas que ce soit. On veut pas. Les gens veulent un push de Ziggler, mais ils se rendront très vite compte que si c'est le Ziggler d'aujourd'hui avec la personnalité qu'il a aujourd'hui, il va pas nous passionner. En tout cas, ça confirme ce qu'on s'était dit lors de la draft, qu'on avait analysé la draft. SmackDown, c'est quand même pas mal le show de la seconde chance, des losers magnifiques, ceux qui ont titillé un peu le main event, qui ont jamais vraiment réussi. Voilà, Dolph Ziggler, on lui donne sa chance
pour SummerSlam, ce qui est quand même une sacrée occasion de briller. Et effectivement, on verra quel va être le scénario proposé par les bookers. Ça, tout reste encore un peu à construire. Moi, je pense pas qu'il gagne, effectivement. J'ai du mal à y croire au heel turn parce que justement, son rôle étant un peu celui de l'underdog, un peu soutenu par le public envers et contre tout, ça peut faire un turn, effectivement, une volte-face totale. Mais dans tous les cas, ça a une logique quand même parce que justement il parle de, enfin alors ça ça faisait partie du network, le show qui était après SmackDown la semaine dernière, c'est que il parlait aussi du fait que justement il parlait avec Booker T, du fait que voilà il était le gentil gars qui est content d'être là, qui est content de faire des jolis matchs et que il est temps qu'il pense à lui et il suffit d'un tout petit glissement pour rendre ce genre de logique heel. Donc, oui, je suis bien d'accord. Mais bon, moi, pour le moment, en tout cas, je suis déjà super content d'avoir cette affiche Ambrose Rollins pour SummerSlam. C'est quand même, c'était difficilement imaginable il y a quelques temps et c'est une belle affiche et j'espère qu'il va faire un très bon match. C'est ce qui conclut notre supplément SmackDown qui, j'espère, vous aura permis de savoir un peu plus ce qui se passe du côté du show bleu. Et bien, je te redonne la parole, Hank, pour conclure notre podcast. Je remercie donc IRM d'être venu et d'avoir présenté le supplément SmackDown. Merci à tous et à la prochaine. Et je remercie Raphaël pour sa première fois, toute première fois comme dit la chanson. Merci Rafa. Ben merci, ça s'est très bien passé, donc je pense que je reviendrai. Merci beaucoup à vous et à... Oh, il est bien présomptueux, attention. Il y a déjà le double des clés. Tu n'as pas encore signé le contrat, hein, il va falloir négocier. J'espère que tu as préparé une promo de la même qualité que Heath Slater. Donc pour l'instant, voilà. C'est un one-shot, tu es le Rhino du podcast. Je suis un free agent très très hot, je vous le promets. Mais je vais écrire une promo pour la fois prochaine si vous voulez. Est-ce que vous cherchez des free agents très très hot dans votre région? Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez l'écouter sur iTunes, sur Mixcloud, sur PodCloud, je crois, sur YouTube, bien entendu. Et n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, un like, un dislike, tout ça. Si vous avez des questions, on y répondra au podcast d'après. Donc voilà, c'est totalement interactif. Et on vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. À bientôt. À bientôt. Salut. Non, je pensais au mec qui a les cheveux gris.